Alors, allons-y, l'idée, peut-être déjà nous dire le thème de la conférence que vous venez de présenter. Alors, la conférence que je viens de présenter était dédiée au temps, bien sûr, puisque c'est le sujet du congrès. Et moi, j'ai pris le point de vue des économistes et d'essayer de comprendre comment et pourquoi on devait essayer de valoriser le temps en économie, en prenant évidemment la lunette des économistes. Et le lien avec le travail social par rapport à cette association internationale des éducateurs sociaux, comment vous avez fait le lien avec cette... Alors, il y a plusieurs liens, évidemment. Alors, je vais peut-être deux grands liens. Le premier lien, c'est d'essayer de comprendre comment un décideur va prendre justement ses décisions et comment il valorise les différentes options. Quand un travailleur social doit convaincre un responsable d'institution ou un responsable politique, eh bien, il peut comprendre quels sont les réflexes, plus ou moins, de ces décideurs et essayer justement de comprendre comment utiliser ces mécanismes de valorisation à son avantage aussi. Ça ne veut pas dire qu'il doit parler le même langage, ça ne veut pas dire qu'il doit penser comme lui, mais au moins il a l'avantage d'essayer de comprendre quelles sont en fait les réactions des autres. Et puis le deuxième, c'est comme le travail social est un service, c'est aussi un moyen d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut valoriser un service et comment est-ce qu'en fait, pas forcément de vendre un service, mais en fait comment on peut présenter un service de façon la plus attirante, la plus séduisante et la plus convaincante possible pour que les personnes aient envie d'y adhérer. Ouais. Dans les choses que vous avez abordées, il y avait toujours cet aspect quand même de valorisation des différents types de travail, que ce soit de projets ou de choses comme ça, et puis avec quand même toujours cette notion de subjectivité par rapport à la vision qu'on a sur la valeur du temps, cette évolution-là. Pour vous, votre vision aujourd'hui, cette valeur du temps, par rapport à, vous avez parlé d'immédiateté aussi, comment est-ce qu'on est en train de prendre conscience de quelque chose ou est-ce qu'on va toujours plus vite? Alors c'est une vaste question. C'est vrai que on est toujours, nous en tant qu'individus, on est toujours tiraillés. On est tiraillé, par exemple, dans cette envie justement d'être rationnel, mais en même temps on reste subjectif, avec des éléments qui sont à la fois cognitifs, mais en même temps il y en a des éléments affectifs. On a en même temps cette espèce d'envie de participer, et puis on est content de temps en temps, c'est une certaine excitation à devoir aller vite, à faire les choses, et puis en même temps à prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul, de poser les choses, etc. Et puis la question qui se pose, c'est de savoir à partir de quand justement ça ne nous convient plus, à partir de quand ça devient plutôt négatif que positif. Alors il y avait en fait, on a eu de l'espoir par exemple avec la crise du Covid, qui était un aspect cette fois-ci plutôt, la crise du Covid qui était négative bien sûr, mais dans des apports positifs, on s'est dit tiens, c'est peut-être l'occasion de enfin ralentir. Et puis on s'est dit, on a réappris justement à comprendre les bienfaits de prendre son temps. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'à peine c'est fini, c'est reparti. Et même c'est encore pire parce qu'on a eu des nouvelles technologies. J'ai montré aussi l'impact des technologies sur notre façon de vivre le temps et de considérer le temps. Et avec les nouvelles technologies comme Zoom ou Teams, eh bien, on est en train encore d'accélérer le temps et on est encore en train, comme je l'ai montré, d'enlever les frontières entre le privé et le travail, et donc d'avoir de moins en moins de temps libre pour pouvoir justement se régénérer. Et puis peut-être un dernier aspect que j'ai trouvé intéressant pour comprendre un peu mieux le travail des économistes sur l'économie comportementale qui en fait peut amener des solutions concrètes. Est-ce que vous pourriez en parler 2 minutes de l'expérience de, je n'ai pas noté son nom. De Thaler ou de... Thaler, oui. En fait, l'économie comportementale, c'est d'essayer de comprendre les incohérences.
Et puis de se départir de cette idée un peu théorique et utopiste que les personnes sont toujours rationnelles et vont prendre des décisions rationnelles qui vont dans le sens de leur intérêt. Donc l'économie comportementale, c'est d'essayer de mettre en évidence justement ces comportements entre guillemets irrationnels et le fait qu'on arrive à les identifier, voire à les prédire, ça va nous permettre en fait d'inciter les gens à faire quelque chose qui va dans le sens du bien-être, de leur bien-être et dans le sens du bien-être général. Parce que c'est ça aussi le but, c'est qu'avec un petit coup de pouce, eh bien, on va pouvoir inciter les gens à agir en fonction du bien-être général et quitter justement cette idée égoïste et puis de penser qu'à soi et de ne pas réfléchir à son comportement. Et en fait, l'économie comportementale, elle a été appliquée à plein de domaines. Et il y a un des participants qui avait amené justement le sujet du développement durable. Et par exemple, c'est aussi là où on peut aider les personnes à adopter un comportement qui, presque malgré elles, sera positif pour la société. Parce que justement, souvent, on peut faire des tas de choses avec les technologies, on peut exhorter les gens à agir. Mais si en fait, on va mettre en place parfois juste un tout petit incitatif où on va mettre en place en fait une petite astuce, peut-être que les gens ils vont être contents et y aller d'eux-mêmes plutôt que d'arriver avec des contraintes, des règlements ou des choses qui sont ou des taxes qui sont perçues de manière négative. Ça me fait penser, vous aviez parlé de la mouche dans les urinoirs, j'avais vu un goal de foot même. Et puis à Lausanne, dans les poubelles, ils avaient fait des poubelles requins. Ils mettaient quelque chose dedans, le requin, il y avait un bruit, il y avait un truc. Effectivement, des gestes comme ça où ça devient ludique. Voilà, exactement. On a envie d'y aller de soi-même plutôt que qu'on nous force à y aller. Donc, je trouve intéressant pour moi, je pense qu'on a ce qu'il faut. Hein. Je trouve intéressant cette notion-là parce qu'elle est, par rapport à l'autre intervenant qui était un peu, je suis un peu dépité. Cette approche-là, elle est assez positive parce qu'elle permet de mettre en place des nouveaux comportements ou d'adapter un peu les comportements. Et là, j'ai égoïste. Voilà, j'ai pas voulu épiloguer non plus longtemps, mais par exemple en développement durable, il y a une expérience qui avait été faite justement aux États-Unis où on avait séparé un quartier en différentes zones et pour chaque zone en fait on faisait une expérience pour voir ce qui pouvait marcher. Et puis on leur avait distribué une information en disant coupez votre climatisation, c'est votre devoir de citoyen. Un autre, on avait dit coupez votre climatisation, vous allez pouvoir économiser de l'argent. Et en fait, on a eu différents messages et il y a un message qui a marché, et un seul qui a marché, c'était coupez votre climatisation parce que votre voisin l'a fait et lui, il a pu économiser tant. Et en fait, c'est là où on voit que cette espèce de jeu, de compétition, où on essaye d'être mieux que son voisin, etc., ça marche. Et en fait, ça ne coûte pas grand-chose d'adapter sa communication pour que le bien-être général soit atteint et qu'on augmente le bien-être plutôt qu'on dise il faut couper ta clim parce que quand même tu es un mauvais citoyen si tu ne le fais pas. Et c'est tout bête, mais comme quoi... Et justement, je me suis souvent posé cette question-là avec la crise du Covid et de la communication, de dire mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un autre moyen de communiquer ?